Bonjour à tous. Dépendance aux technologies américaines, notre série continue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur de la défense. Ce sera notre sujet à la une de Smartech. On aura également un rendez-vous avec le biomimétisme. On va découvrir des patchs médicaux adhésifs bio-inspirés. Mais d'abord, Bitcoin et la géopolitique, c'est tout de suite notre sujet en ouverture. Bitcoin, le choc géopolitique, un ouvrage de Jean-Charles Galy, Alexandre Savchenko, paru aux éditions Armand Collin. Nous sommes avec l'un des co-auteurs. Bonjour Jean-Charles Galy. Bonjour Delphine. Merci d'être connecté avec nous. Vous êtes enseignant de géopolitique en école de commerce et donc co-auteur de cet ouvrage. Alors le pitch, j'ai noté très rapidement, on est face au bouleversement géopolitique, la souveraineté monétaire est revenue au centre des discussions. Vous nous dites que ce Bitcoin pourrait ouvrir la voie à une alternative monétaire crédible, voire à un nouvel étalon. Alors, expliquez-nous comment ce Bitcoin pourrait être une telle promesse, quels sont les intérêts ? En vérité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un système financier et monétaire qui s'est bâti autour de l'or et du dollar. C'était effectivement les accords de Bretton Woods qui se sont tenus aux États-Unis en 1944. Ces accords de Bretton Woods ont tenu pendant une petite trentaine d'années, un peu moins même, avec jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon a décidé de couper le lien entre le dollar et l'or. Et depuis 1971, il n'y a plus de lien physique entre les monnaies que l'on appelle désormais des monnaies fiat, et une ressource première, une matière première comme l'or. Bitcoin réintroduit ce lien entre la monnaie et l'énergie électrique, notamment nécessaire pour faire tourner les mineurs de Bitcoin qui vont permettre des opérations sur le réseau. Et ça, c'est quelque chose de vraiment novateur. En plus de ça, on a une première ressource numérique rare, finie et rare. C'est une révolution dans le numérique puisqu'on ne peut pas, on n'avait pas cette propriété, cette caractéristique avant Bitcoin. Donc ça induit effectivement un certain nombre de transformations géopolitiques importantes. Et à nos yeux, c'est la thèse que l'on développe dans ce livre, il y a de véritables enjeux géopolitiques autour de Bitcoin. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tellement nouveau là ce que vous nous expliquez. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'ouvrage quand même rappelle ce qu'est le Bitcoin, il y a toute la genèse du projet qui est rappelée. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que vous nous dites finalement ça reste une énigme. Hein. Vous comparez comme beaucoup le Bitcoin au terrier du lapin découvert par Alice au pays des merveilles. Bon, pour autant, c'est vraiment un ouvrage très pédagogique. Mais quels sont les nouveaux intérêts stratégiques du Bitcoin au vu de la situation actuelle par rapport au moment où elle a émergé, cette monnaie? Oui. Pour revenir effectivement aux origines un peu mystérieuses autour de Bitcoin, on pourrait citer Clémenceau, hein, qui ne s'est pas exprimé sur Bitcoin, mais paraphraser en disant que la monnaie est bien trop sérieuse, c'est une chose bien trop sérieuse pour la laisser aux seules banques, aux seuls économistes. C'est un peu le parti pris de Satoshi Nakamoto, le créateur mystérieux derrière Bitcoin, qui, lorsqu'il a lancé ce protocole il y a 16 ans, s'est dit je veux retirer aux banques centrales finalement leur monopole sur l'émission monétaire. Et ça transforme totalement les relations économiques et les relations financières, monétaires, mais aussi géopolitiques. Là-dessus, effectivement, on pense que la neutralité monétaire induite par Bitcoin, qui n'est pas une monnaie émise par un État et pas non plus émise par une entreprise, en fait un objet intéressant pour quiconque cherche à avoir un véhicule, une monnaie qui soit neutre, qui ne porte pas la marque d'un souverain en particulier, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie ou bien une puissance européenne. C'est effectivement un véhicule qui permet de transférer de la valeur sans avoir à passer par des intermédiaires. Il n'y a pas la possibilité pour un intermédiaire, quel qu'il soit, que ce soit une banque ou bien un État, d'interrompre une transaction Bitcoin. Ils n'ont pas la possibilité de couper ces transactions, de les censurer. Et c'est particulièrement intéressant à l'heure du retour de la guerre économique, de la guerre commerciale relancée par Donald Trump il y a maintenant quelques semaines avec ce fameux Liberation Day du 2 avril. Aujourd'hui, on a partout dans le monde la possibilité d'avoir un véhicule neutre de défense monétaire. On parle d'ailleurs avec Alexandre dans cet ouvrage d'un outil de dissuasion monétaire.
Oui, mais alors, est-ce qu'on peut continuer à dire que le Bitcoin est neutre, justement, avec la patte mise par Donald Trump et véritablement une patte politique, hein, mise par le nouveau président des États-Unis? Oui, il est encore plus neutre que jamais et c'est l'exemple même de cette prise en compte du côté stratégique de Bitcoin. Donald Trump ne va pas sur Bitcoin pour des questions, enfin, ne souhaite pas que les États-Unis constituent une réserve stratégique de Bitcoin pour seulement profiter de la valorisation potentielle de son cours, hein. On rappellera que ce cours varie à la hausse mais aussi à la baisse. C'est certainement aussi pour se prémunir face à l'adoption de Bitcoin par des puissances adverses. Et je pense notamment à des puissances qui promeuvent une dédollarisation, à commencer par la Russie, par la Chine d'une certaine manière, qui cherchent des alternatives. Alors, est-ce que ces puissances, qui sont des pays membres fondateurs des BRICS, vont chercher à promouvoir l'or? Oui, certainement. On le voit bien sur les marchés, ils achètent massivement de l'or. Mais ils n'arrivent pas non plus au niveau des puissances européennes ou des États-Unis. Mais ils pourraient chercher un autre véhicule, et ce véhicule-là, qui est ouvert à tous, qui ne connaît pas de restrictions, s'appelle Bitcoin. Donc les États-Unis ont bien compris cette tension-là, ils comprennent bien que le dollar est attaqué sur les marchés, qu'un certain nombre d'États et des puissances commerciales, à commencer par la Chine, la première puissance commerciale mondiale, qui vend et achète quasiment 2 fois plus que les États-Unis, cherchent peut-être voilà, à trouver un autre véhicule que le dollar. Et donc les États-Unis cherchent à avoir un coup d'avance ici. Bon, pour en savoir plus, de toute façon, je conseille la lecture de cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Charles Galli, d'avoir été avec nous, auteur avec Alexandre Sachenko du choc géopolitique Bitcoin, le choc géopolitique. Merci beaucoup. Dépendance aux technologies américaines, peut-on en sortir? C'est notre série Smart Tech du mois d'avril. On est dans l'épisode 5, on va s'intéresser aux technologies dans la défense avec Brian Calafatian. Bonjour Brian, à distance. Bonjour. Avec nous, chercheur, chargé d'études doctorant à l'Institut d'études de stratégie et de défense, qui est un centre de recherche universitaire de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et puis en plateau, avec moi, Thierry-Paul Valette, bonjour. Bonjour. Citoyen engagé politiquement, un candidat aux européennes notamment, cofondateur d'un think tank, le Centre européen de sécurité et de stratégie. Exactement. Bienvenue à tous les deux. On va commencer par bien cerner notre sujet. On a l'Union européenne qui cherche évidemment à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis en matière de défense. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de technologie? Alors l'OTAN a identifié 4 domaines spécifiquement, mais je vous propose qu'on se concentre, nous, ici, ensemble, sur cette partie qu'on nomme ISR, donc renseignement, surveillance et reconnaissance, qui est assez essentielle, je dois dire, pour mener toute opération militaire. Alors, peut-être qu'on peut démarrer ensemble, Brian, sur notre niveau de dépendance, ou même encore, comment est née notre dépendance aux États-Unis en matière de cette ISR, en matière de surveillance, de renseignement, de drones, de satellites. Comment tout ça est arrivé? Bien sûr. Alors, d'une manière générale, c'est vrai que la question de la dépendance stratégique par rapport à des capacités américaines est née au cours de la guerre froide, en réalité, par les partenariats qui ont pu être conçus à ce moment précis. Pour reprendre des chiffres du CIPRI, donc il y a un centre très sérieux, donc qui s'intéresse à toutes les politiques d'exportation d'armement. Au niveau mondial, les États-Unis ont un réseau de 107 États avec qui ils partagent, ils vendent des capacités majeures, donc des chars, des avions ou encore des capacités satellitaires, par exemple. Au niveau de l'Union des États européens, donc, qui font partie de l'OTAN, je tiens à l'indiquer, les États-Unis représentent 64% des importations. Et le deuxième État qui arrive en termes d'importation, c'est la France, avec 6,5% des importations. Donc c'est un gap qui est assez important. Alors pour arriver au niveau français, cette fois-ci, on voit qu'il y a un changement de paradigme un peu assez important, puisque la France, dans le cadre de ses importations, perçoit 38% de capacité du Royaume-Uni contre 20% en 2023 de la part des États-Unis. Alors, comment est-ce que tout ça est né? C'est une volonté des États-Unis, notamment à partir de la fin de la guerre froide, de réallouer leurs capacités, notamment vers des États qui seraient
potentiellement intéressés par des garanties de sécurité communes, donc notamment en Europe. On perçoit cette fois-ci, notamment sur les pourtours de l'Est, en Pologne par exemple, là où cet intérêt pourrait être intéressant pour des États qui n'ont pas forcément les capacités de développer en propre toute la chaîne de production et d'utilisation, que ce soit de l'avionique ou encore des navires de combat. Donc Alors, c'est un échange en fait, technologie contre protection. Bon, ça. C'est ce que vous nous rappelez. Quand vous parlez de la guerre froide, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement spécifique au niveau du sujet qui nous intéresse, en matière de renseignement sur les satellites, sujet que vous connaissez bien? bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on parle de défense, on peut parler de capacités qui sont civiles ou militaires. Là, c'est vrai que dans le cadre de mes recherches, je me suis plutôt intéressé aux capacités qui sont passées dans le civil. Donc, à la fin de la guerre froide, on a tout un ensemble de capacités qui étaient auparavant classifiées, donc qui appartenaient au domaine de la défense, et qui ont dû être réallouées donc dans le cadre d'un nouvel ordre qui a été créé, un ordre qui était économique cette fois-ci, avec la fin du système de blocs. Les États-Unis, assez simplement, se sont rendus compte que le meilleur moyen de peser justement sur la scène internationale, c'était de créer des partenariats économiques en proposant des capacités clés en main à des États. Alors dans le domaine de l'ISR particulièrement, parce que c'est l'un des premiers domaines qui a été touché justement par cette réallocation des capacités, les États-Unis ont permis la création d'entreprises comme Digital Globe, qui deviendra Maxar, avec un contrôle toujours de l'État. Donc c'est-à-dire que l'État américain, sous enquête du département du commerce, notamment du FBI, permettait l'utilisation par des entreprises commerciales de capacités autrefois militaires et l'exportation de données, la captation de données. Alors, il faut savoir que les États-Unis, quand ils font ça... Effectivement, on va y revenir à cette question de l'arrivée en fait, d'acteurs privés dans un domaine régalien. Je vais donner la parole aussi à Thierry Paul qui est avec nous en plateau. Vous avez créé ce think tank récemment, le Centre européen de sécurité et de stratégie. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Europe elle est en danger et elle doit faire face à des menaces. Nous sommes dans le cadre de guerre hybride et puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a accéléré vraiment ce processus et une guerre de haute intensité sur le sol européen, ce qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années. Et puis nous sommes à l'ère des technologies avec le numérique et bien évidemment tout le renseignement militaire et toutes les forces de frappe passent par des serveurs et l'Europe a un train et pas que de retard par rapport notamment aux États-Unis. Donc il faut agir et il faut surtout réagir. Et l'Europe est en manque justement d'action, d'idées, de think tanks, de structures qui peuvent justement faire le lien entre la société civile, les politiques, l'Union européenne. Donc il était important pour moi, avec le parcours que j'ai eu, de militants engagés sur le terrain, qui me suis investi aussi sur le champ politique en allant aux élections européennes. Et j'ai pris conscience justement de cette importance-là, de ce déficit-là. Alors, qu'est-ce qui pose problème si on parle justement des moyens de recueil de données de surveillance et de reconnaissance, c'est-à-dire tous ces outils dont on entend beaucoup parler, radars, satellites d'observation, tous ces moyens spatiaux, en fait, tels que les satellites aujourd'hui, ils jouent un rôle essentiel. C'est là où le bât blesse en particulier ? Bien sûr, parce que finalement, c'est l'ensemble des données qui transitent par le numérique, par les câbles serveurs. Et finalement, les États-Unis ont la main mise. Parce qu'ils ont une avance technologique que nous, Européens, nous n'avons pas. Et la grosse problématique, c'est au niveau du cloud, de tout ce qui permet de garder et de gérer, d'analyser l'ensemble des données. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Cloud Act, ce qui leur permet finalement de pouvoir utiliser les données de l'Europe. Parce que malheureusement, l'Europe, aujourd'hui, n'est qu'un sous-traitant. C'est-à-dire que pour la partie des logiciels, pour la partie des différents programmes que l'on utilise pour le renseignement militaire dans le cadre de diverses menaces, la technologie dépend beaucoup de programmes américains et l'Europe est à la traîne de ce côté-là. Alors il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de programmes qui sont
pensé, mis en avant, mais malheureusement, le retard, il est vraiment considérable. Et cette notion de cloud, de transfert des données, c'est vraiment une notion de sécurité importante, un enjeu fondamental pour l'Europe. Parce que finalement, à partir du moment où on ne maîtrise pas nos données militaires, des données strictement confidentielles, c'est une menace réelle. Et donc, l'Europe est en train de créer et d'améliorer son cloud à elle, de mettre en place de nouveaux serveurs et des investissements. Des investissements, voilà. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est pas avant 2030, ça se chiffre, alors le budget actuel c'est environ 300 milliards par an, mais c'est pas aussi suffisant. Il faut vraiment que l'Europe se recentre, il faut que l'Europe se donne les moyens dans la tech, dans de nouvelles start-up et soit à la hauteur des défis qui l'attendent. Alors, pour revenir sur le domaine du spatial, ce que vous évoquiez tout à l'heure, justement, Brian, c'était l'arrivée du secteur du renseignement commercial, en fait. Alors, j'ai noté que ça pouvait représenter, évidemment, un risque, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, les adversaires peuvent venir de toutes parts, puisque les entreprises du privé ne sont pas soumises à des règles d'État ou régaliennes. Mais ça peut être aussi une opportunité. Enfin, on voit que la question du coût a été centrale. Totalement. Alors c'est vrai que pour le cas des États-Unis particulièrement, quand même, il y a toujours un contrôle de l'État qui est assez fort. C'est-à-dire que le gouvernement américain reste conscient que l'entreprise sert avant tout l'effort général de la structure et donc sert au niveau des exportations notamment à entretenir des liens forts, des liens qui peuvent peser parfois sur un dépendant stratégique d'États qui sont partenaires. Alors, c'est aussi une opportunité, en effet. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été compris assez rapidement dès la fin de la guerre froide, on en parlait tout à l'heure. Justement, cette opportunité de pouvoir décentraliser un peu la demande en évitant de faire peser un poids sur la structure étatique, une structure étatique qui est quand même facilement mise à mal aux États-Unis par des organismes de contrôle et des systèmes d'enquête. C'est une opportunité aussi pour un peu essayer de changer les règles. On l'a vu très récemment avec le domaine de la communication cette fois-ci. Starlink, c'est en réalité le fait de donner des grandes échéances à des entreprises pour aller plus vite sur des programmes d'indépendance ou des programmes capacitaires centraux. Mais ce secteur commercial, en revanche, n'est pas si développé au niveau européen. C'est pas réellement l'ambition de l'Europe, l'ambition de l'Union européenne également, parce que quand on parle aussi d'industrie, on parle avant tout de l'Union européenne. C'est dans ses compétences en tout cas. Le rôle de l'Europe, des États européens, quand on les prend en tant que tels, c'est de fournir une indépendance stratégique et après de permettre l'ouverture vers des marchés. Alors ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place au niveau de la France, il y a toute la volonté de créer une indépendance stratégique. C'est notamment pour cela qu'on a créé un programme spatial. C'est aussi pour pouvoir permettre un programme nucléaire à côté. Si on se place au niveau de l'Union européenne, les programmes de géolocalisation de type Galileo permettent l'indépendance face aux grands acteurs, qu'ils soient américains, russes ou chinois, tout en ouvrant vers le marché. Alors, l'ambition première de ces grands programmes n'est pas d'être forcément compétitif par rapport à d'autres offres, notamment aux États-Unis. D'accord. Je voulais aussi vous lancer, parce que je vois que le temps file très très vite, sur la question de la décision quand on est sur le terrain opérationnel, militaire, c'est stratégique. Et aujourd'hui, l'outil par excellence, visiblement, d'aide à la décision, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait partie des technologies sur lesquelles vous allez travailler ? Bien entendu, parce que finalement, l'intelligence artificielle, on peut considérer ça comme une révolution majeure, comme le fut en son temps l'imprimerie avec Gutenberg. Et puis maintenant, toutes les données, tous les logiciels, toute cette partie technologique va être soumise à l'intelligence artificielle. Alors, tout à l'heure, monsieur Brian parlait de Starlink. Starlink, c'est quand même la mainmise sur les constellations satellitaires. Et on le voit bien dans le cadre du conflit en Ukraine, il y a un seul homme aujourd'hui qui s'appelle Elon Musk et qui peut décider de couper tout l'ensemble des données. C'est pour ça que l'Europe, justement, alors il y a des programmes qui sont mis en place, il y a Helios pour la France, il y a Iris 2 par exemple pour l'Europe, mais qui ne sera opérationnel qu'à partir de 2034 à peu près, pleinement opérationnel. Donc vraiment il y a un retard qui est considérable et l'intelligence artificielle,
elle est majeure. Pourquoi elle est majeure? Parce que dans le cadre de la défense, par exemple, on va utiliser les drones. Alors, les drones... les drones autonomes, notamment. Des drones autonomes. Ouais. Alors, ça peut être des drones qui font 200 kilos, puis qui peuvent aller à plusieurs dizaines de tonnes, ce qui est considérable. Et aujourd'hui, notre capacité, par exemple, au niveau des avions, donc le Rafale pour la France, le Typhoon Fighter pour l'Espagne et l'Allemagne, doit avoir cette capacité à pouvoir aussi, dans un clou de défense, agir et piloter tous ces drones. Et justement, l'intelligence artificielle, elle l'aide, elle est importante, elle est nécessaire. Et c'est pour ça que je le dis, il faut un cloud militaire et il faut que l'Europe maîtrise à nouveau son cloud. On est en retard sur beaucoup de choses. Par exemple, on utilise le GPS, mais le GPS, c'est une technologie américaine. On dépend de tellement de choses par rapport à... On a la version européenne. Hein, oui, Galileo, avec oui. Galileo, exactement. Mais c'est aussi aux citoyens d'avoir conscience de ces enjeux-là et de s'orienter aussi, eux, personnellement, vers ces outils aussi de communication technologique. Il faut sensibiliser le citoyen, c'est ça? C'est important, bien sûr. L'intelligence artificielle, Breya, ça fait partie de vos sujets de recherche aujourd'hui ou ça vous semble un sujet anecdotique parmi d'autres dans le sujet de la défense? C'est pas réellement anecdotique puisque la question de la donnée, et M. Huette l'indiquait tout à l'heure, la question de la donnée est centrale quand on parle de spatial. En réalité, on ne prend plus réellement des images. Aujourd'hui, on prend des données, des courbes, des changements de perception qui sont importants. Et l'intelligence artificielle permet d'analyser rapidement toutes ces données qui sont captées en permanence par des constellations, par des satellites qui sont un peu plus isolés. La stratégie spatiale française de défense, donc qui a à peu près créé le CDE, on va dire, s'intéresse justement à ce rôle de l'intelligence artificielle et parle justement d'une utilisation, de la création d'un système d'intelligence artificielle. La réalité, du moins ce que l'on perçoit dans le cadre de la communication publique, c'est que ces programmes pourraient tendre à éventuellement avoir un peu de retard, ou du moins à pas être forcément mis en avant. Donc, ça sera quelque chose à suivre, mais c'est forcément central. Dans votre projet de recherche, vous vous intéressez justement au retour de l'affrontement de haute intensité. Vous êtes plutôt optimiste ou pour l'Europe? Quelle est votre position là-dessus? Alors, ce qui manque réellement en Europe, c'est d'un point de vue convergent, on va dire, qui est notamment dû à ce dont on parlait, c'est-à-dire les exportations américaines pour la création de grands projets. Lorsqu'on peut acheter pour peu cher des capacités clés en main, pourquoi les développer en propre? C'est là toute la stratégie américaine. Donc à ce niveau-là, au niveau industriel, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il faudra aller vraiment vers des programmes bipartites pour conduire des projets. Si on parle réellement d'un retour du conflit de haute intensité, c'est un peu dur à vraiment prévoir. Il y a quelque chose qui marche très bien en France, c'est la dissuasion nucléaire et qui justement pourrait nous permettre de garantir face à des ennemis symétriques une certaine garantie de sûreté. Là-dessus, Thierry-Paul Valette, comment vous voyez les choses là pour les prochains mois, prochaines années? Il ne faut pas raisonner en termes de prochains mois. C'est vraiment trop court. Il faut vraiment se projeter, mais ça, c'est aussi des, finalement, volontés politiques européennes, avec une capacité entre tous les États membres à se réunir autour de projets qui sont ambitieux. Alors, on a quand même la chance d'avoir le projet Gaia-X, d'avoir le projet bleu aussi. On a pris conscience, depuis notamment le conflit de haute intensité en Ukraine, des enjeux primordiaux. Et puis, nous sommes face à des menaces hybrides. Il y a l'ingérence étrangère par rapport à la Russie. L'information. Voilà, l'information. Ouais. Et ce qui est terrible, et comme le rappelait Brian, c'est que maintenant, finalement, toutes ces données sécuritaires, avec tous ces enjeux de sécurité, dépendent de codes sources, dépendent de câbles, de programmes informatiques. Et on s'est trop longtemps reposé d'un point de vue technologique sur les États-Unis qui, eux, ont pris le monopole avec des programmes comme Palantir, avec des programmes comme Azure, AWS, et voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Thierry-Paul Valette et Brian Kalafatian, d'avoir été avec moi sur ce sujet.
On termine cette édition avec Clémence Le Bailly-Le-Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure biomiméticienne chez Bioxégie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux patchs médicaux adhésifs qui sont bio-inspirés. Alors peut-être déjà un petit peu de contexte. Exactement. Donc les patchs médicaux adhésifs, c'est souvent des patchs avec des micro-aiguilles pour les fixer à la peau. Il faut savoir que dans le monde, il y a chaque année 16 milliards d'aiguilles qui sont utilisées. Donc c'est vraiment énorme. Impressionnant. Et malgré cette large diffusion, il y a quand même des problèmes qui subsistent à ces aiguilles. Elles restent souvent difficiles à insérer, peut y avoir des problèmes de douleur et ça entraîne des risques, par exemple, d'endommagement des tissus et même de problèmes beaucoup plus graves. Donc en fait, on cherche à améliorer ces aiguilles, donc leur permettre d'être insérées plus facilement, de ne pas bouger pour limiter les risques sur la santé des patients. Et alors pour ça, on va regarder dans la nature et on tombe sur qui? Le porc-épic. Exactement, sur le porc-épic. Donc avec ces milliers de piquants, donc il peut y avoir jusqu'à 30 000 piquants sur le porc-épic. Donc ces piquants lui servent à se protéger des prédateurs. Donc quand un prédateur s'approche trop près, ces piquants se déploient et au moindre contact, le piquant rentre dans la peau du prédateur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que faut très peu de force pour faire rentrer les piquants du porc-épic dans la peau du prédateur. Alors on n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de pic sur la peau. Exactement, c'est très très piquant et c'est très difficile à enlever. Ouais. C'est ça qui va nous intéresser. Il y a deux parties qui nous intéressent chez le piquant du porc-épic. Donc c'est à la fois sa capacité à s'insérer facilement. Ça c'est dû à sa dureté. Donc il y a plusieurs couches dans le piquant. Une couche externe qui est extrêmement dure, une couche à l'intérieur qui est plus molle et vraiment un noyau très très dur. Il y a une deuxième chose, c'est à l'extrémité des piquants des porc-épics. Je pense qu'on va le voir à l'écran. C'est qu'on a vraiment des micro-barbules. Donc en fait comme des petites flèches qui viennent vraiment favoriser l'entrée des piquants exactement dans la peau du prédateur. D'accord. Donc ça vient vraiment concentrer la force qu'exerce le porc-épic pour permettre de piquer le prédateur effectivement. Il y a un deuxième phénomène avec ces piquants, c'est que c'est comme des flèches et comme des encres en fait. Elles viennent s'ancrer dans la peau et donc si on veut les retirer, c'est vraiment beaucoup plus difficile. C'est vraiment un ancrage qu'on appelle directionnel. C'est très facile à l'insertion, mais au retrait, c'est très compliqué. Ok. Et donc ça a inspiré de nouveaux adhésifs. Exactement. Donc de nouvelles aiguilles, de nouveaux patchs adhésifs. Ok. Y a des chercheurs qui ont vraiment juste moulé une aiguille de porc-épic pour aller reproduire cette structure en forme d'encre et pour voir ce que ça donnait sur des aiguilles pour l'insertion, par exemple, chez les patients. Et donc, et là, moi, je pense tout de suite au moment où on doit enlever exactement le patch. Donc, à l'insertion, c'est on applique 2 fois moins de force pour l'insérer. Oui. Par contre, pour le retirer, c'est 4 fois plus dur. Donc, c'est ce qu'on cherche pour pouvoir stabiliser, par exemple, le patch. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les chercheurs ont montré que ça a causé beaucoup moins de dommages sur les tissus, malgré justement cette forme d'encre. Donc, vous voyez sur l'image A, oui. C'est avec un patch qui est bio-inspiré, donc des épines de porc-épic. Et à gauche, c'est une épine, une aiguille qui est classique. D'accord. Et donc, c'est assez perturbant puisqu'on se dit c'est plus difficile à enlever. Oui. Mais en fait, quand on insère l'aiguille, on applique moins de force, donc on vient créer moins de dommages. Et donc, en fait, au retrait, on voit moins l'effet de l'aiguille sur les tissus. Donc aujourd'hui, ce type de patch existe. C'est en cours de développement. Donc là, les chercheurs ont seulement moulé les aiguilles de porc-épic. Là, il faut encore faire du développement pour aller le faire de manière industrielle. Merci beaucoup Clémence Le Bailly-Le-Petit pour cet éclairage sur les nouveaux patchs médicaux qui vont nous accompagner demain. Voilà, c'est un regard sur le futur. Merci encore, je rappelle que vous êtes ingénieure biomiméticienne chez Bioxégie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech que vous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.